see. Keep your eyes open. Yeah, I can see that. Look me in the eye. Look me in the eye. C'est aux yeux, Chico. Il ne ment jamais l'œil. Do you want to see your girls again? You want to see it? See that? I can see that. De ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous dans le 7ème œil, un podcast cinéma dans lequel on décortique chaque mois une question autour d'un thème précis pour converser, échanger et débattre autour de 4 films. Je suis comme chaque mois avec Dorian. Ah, ça va? Et Gauvin. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, on se réunit autour d'un sujet choisi par Gauvin, en discussion depuis un petit moment maintenant, parce que c'est pour lui une passion qui dépasse toutes les autres, le dépaysement. Bon ok, ça paraît bizarre. Dit comme ça, au départ, le projet était surtout de parler d'univers d'heroic fantasy au cinéma, ta véritable passion Gauvin. Mais pour des divergences de choix de films, on a décidé d'élargir le thème. Mais parmi les films choisis, 3 d'entre eux font partie du sous-genre de l'heroic fantasy, et le 4e, c'est celui de Dorian. Oui, Pardon. on est habitué. Qui est un film fantastique, pas tout à fait de fantasy. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on parle de cinéma de genre, d'univers fictif et éloigné de la réalité. Le dépaysement au sens merveilleux, extraordinaire et fantastique du terme, on ne parlera donc pas du Japon, du Pérou ou du Kenya. Non, aujourd'hui, on va plutôt voyager au cœur de la Terre du Milieu, dans la comté luxuriante Foncombe et le Mordor d'une part, avec le premier Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Mais on passera aussi par Poudlard avec Harry Potter et la Coupe de Feu avant de faire un tour dans la Vallée du Vent et la Foucaille de Nausicaa. Et enfin, on voyagera dans toute la contrée de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, à commencer par le Val de Bise, puis Pas d'hiver et autres terres. On voyage donc sur 4 continents aujourd'hui, à différentes époques, mais ayant tout un point commun, la guerre. Dans les 4 films, le conflit est central, rendant ces univers à la fois si attirants et profondément dangereux. Ces 4 films vont, comme chaque mois, nous servir pour répondre à une problématique. Arrive-t-il à nous donner l'envie de vivre dans un monde en guerre ? On va essayer de comprendre ce qui nous fascine tant dans ces films, que ce soit l'univers, les codes de ces sociétés fictives, la place de la magie et du merveilleux, ou encore de la nature abondante, bref, pourquoi ce dépaysement et le danger qui va avec nous attirent tant. Et je propose qu'on commence sans plus attendre par le film le plus récent de la sélection, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Truth be told, we helped the wrong person steal the wrong thing. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. So how do we pull that off? Figure it Eugene out. Darvis mène une vie de débauché depuis l'assassinat de sa femme. Il est incapable de veiller sur sa toute jeune fille Kira. Il va faire la rencontre d'Olga, chassée de sa tribu. Ensemble, ils commettent des méfaits et des vols pour vivre. Ils décident de participer à un dernier grand coup organisé par le voleur Forge et la sorcière Sophina qui l'accompagne. Secrètement, Eugene espère voler l'amulette de renaissance pour ramener sa femme à la vie. Mais le casse tourne mal, Olga et Eugene sont faits prisonniers et emmenés à la fin de Revel, une prison située aux confins de l'inhospitalier et glacé Val de Bise. Ils parviennent à s'évader et retrouvent Forge devenu haut seigneur de Pas d'hiver. La supercherie de celui-ci et de Sophina démasquée, Olga et Eugene s'échappent du château mais sans Kira, manipulés par Forge. Les 2 comparses décident de mettre en branle une équipe afin de faire tomber Forge et sa sorcière et renouer avec Kira. Au cours de leur pérégrination, notamment en Outre-Terre, viennent leur prêter main forte la druidesse Doric, l'ensorceleur Simon et Zenk le paladin. Ensemble, ils essaieront de faire tomber Forge. Donc Donjons et Dragons, c'est le film que tu as choisi, Gauvin, et c'est pas anodin. On me dit non, pourquoi tu as fait ce choix peut-être dans un premier temps. Ah ok, d'accord, très bonne idée. Qui était Et dans bah, ton top 5 de l'année dernière. Ouais, Aussi. et je pense, c'est toujours difficile de faire des tops, mais je pense qu'il est toujours dans mon top ever. Vraiment, Ah ouais. un de mes films Top 10 préférés. ever. Ouais, parce que même si, bien sûr, il manque de qualité, je trouve qu'il n'a pas beaucoup de défauts. T'as des films comme ça qui, voilà, ils font pas plus que ce qu'ils essayent de faire, mais ils le font très bien, quoi. Donc, je pense qu'il fait partie de mon top. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce film, c'est parce que Donjons et Dragons, un univers qui me parle énormément de par le jeu de rôle, et de par justement, là, la problématique du combat est super intéressante, de la guerre, tout ça, dans un monde féerique. Donc, très brièvement, parce que ça va rentrer en lien avec, du coup, mon analyse du film, mais dans le jeu de rôle, même de manière générale dans tous les jeux de rôle, on te donne une situation, souvent ça va être affronter des ennemis, et l'avantage, contrairement à un jeu de société ou un jeu vidéo classique, c'est que tu peux affronter ce problème de toutes les manières possibles, donc le combat n'est pas forcément la solution. Et je pense que c'est sur ça que le film notamment excelle, et aussi notamment quand on parlera du Seigneur des Anneaux, on reparlera de ça. Mais on nous montre une bande de gens qui sont pas des combattants à proprement parler, qui sont justement des voleurs, mais qui à la base n'en avaient pas la vocation, enfin, pour la plupart.
Et le seul personnage vraiment guerrier, surpuissant, qui pourrait tuer n'importe qui, donc c'est Xenk, mais qui au final ne veut même pas participer à la quête, juste il est là pour filer un coup de main, il se casse après. Donc en fait, que ce soit dans le jeu de rôle ou dans le film, on nous montre que la solution face à la violence, c'est surtout en fait une bande bien préparée, avec des stratégies mises au point, utiliser les forces de chacun à leur avantage, et potentiellement, dans le meilleur des mondes, la violence arrive en dernier recours, comme on peut le voir quand même, il y a quand même des scènes de combat et compagnie. Mais du coup, pour aller vraiment sur la problématique sans tourner autour depuis tout à l'heure, le film peut donner envie de vivre dans cet univers, parce qu'encore une fois, enfin, pour une première fois du coup, puisqu'on va parler de ça après beaucoup plus longtemps, mais on nous montre un univers dans lequel il y a plein de mystères. Le mystère, ça donne envie de découvrir. Ça montre aussi que même dans une situation désespérée, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Notamment là, dans ce film-là, étant donné qu'on essaye de représenter, on le voit au bout du 2e, 3e visionnage, une partie de jeu de rôle, on peut voir aussi une sorte de main divine, une sorte de, du coup, MJ, de maître du jeu, qui va rattraper le coup quand ça va pas, qui va essayer de filer un coup de main par-ci par-là. Et c'est un peu ce mystère qui apporte l'espoir. Notamment pour citer une scène que je trouve très sympa pour expliquer vraiment ce truc-là, on a notre ensorceleur, Simon, qui ne sait pas maîtriser le home qui permettrait de briser le sort, qui permettrait d'aller plus loin, etc., de s'en sortir finalement. Il essaye pendant plusieurs heures de maîtriser ça, il n'y arrive pas, voilà, en gros il jette son dé, le dé lui dit non, tu n'as pas passé le test, donc tu ne peux pas y arriver. Normalement, en temps normal, dans n'importe quel jeu vidéo, jeu de société, on dirait, tu as échoué, maintenant passe à la suite, trouve une autre solution. Mais là, on est dans un jeu de rôle, il remet le home devant le problème, vraiment une fois qu'il est devant la porte, paf, ça marche cette fois-là, il trouve la solution, super, il peut résoudre le problème. Bon, les conséquences sont quand même tristes parce qu'au final, derrière cette porte, il n'y a absolument rien, mais le MJ, la main divine, a pu lui filer cette réussite. Donc on a ce truc de l'échec n'est pas une fatalité, et tant qu'on va essayer d'y mettre du bon cœur, de bonnes intentions, on va peut-être pouvoir y arriver. Il y a toujours une petite part de mystère, et c'est là que l'Heroic Fantasy excelle. C'est qu'on a cet inconnu qui peut être tout aussi bénéfique que maléfique, tout aussi joyeux que malheureux. Et malgré un monde en guerre, malgré un monde où là, justement, on suit une histoire terrible où, en fait, on a premier conflit, on essaye de récupérer notre fille chérie, mais deuxième conflit beaucoup plus sous-jacent et beaucoup plus important, on a une région entière qui est le Tay, qui essaye de dominer le monde en convertissant tout le monde en mort-vivant. Donc pas super joyeux. On a ce mystère, cet inconnu qui nous fait dire que ça peut bien se passer. Voilà, pour faire bref. Ok, ouais, c'est intéressant. J'ai envie de rebondir sur ce que tu disais un peu en off. Quand je dis qu'on va commencer par le film le plus récent de la sélection, et que tu dis c'est le film le plus récent, mais qui reprend quelque chose qui finalement est antérieur aux autres films, c'est que quasiment. Parce que du coup, le Seigneur des Anneaux, c'est plus vieux dans le livre que... Oui, moi si on prend le multimédia, peut-être que le Seigneur des Anneaux est plus vieux. Mais en tout cas, Donjons et Dragons, ça fait un petit moment que ça existe. Et je pense que l'un des trucs qui donne envie de vivre dans le jeu avant de vivre dans le film, c'est qu'il n'y a pas de conséquences, finalement. C'est que effectivement, tu es dans un monde en guerre, mais tu es dans un monde extrêmement fourni en faune, en flore. Il y a énormément de paysages, il y a énormément d'animaux fictifs, etc. Et quoi que tu fasses, finalement, c'est sans conséquence sur ta vraie vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un pur... de la fiction de manière générale. C'est le principe de la fiction, mais c'est un pur jeu. Donc en fait, la volonté de vivre dans l'univers, elle vient aussi de cette absence de risque, en fait. C'est que t'es totalement libre de faire ce que tu veux, parce que, bon, après, toi, je sais qu'en tant que joueur, tu vas me dire que oui, certes, c'est sans conséquence, mais que t'es tellement impliqué dans le jeu que tu as envie que ton personnage s'en sorte et accomplisse ses quêtes, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que le film est tiré d'un jeu dans lequel, finalement, on est totalement libre de tester et de faire un peu ce qu'on veut. Et le tout dans un univers très, très éloigné d'une autre. Et avec beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à expérimenter, beaucoup de choses à faire, des copains à se faire aussi accessoirement, parce que c'est aussi le propos du film. Du coup, ça n'expliquerait pas, d'après ta petite explication là, ça n'expliquerait pas pourquoi, par exemple, moi, j'aimerais non pas jouer à ce jeu, mais vraiment vivre dans l'univers de ce jeu. Oui,
Parce Alors. que du coup, il y aurait des conséquences à mes actions. Là, il y aurait des conséquences à tes actions. Et pourtant, Mais- j'en ai terriblement envie. Ouais, mais bah, ça revient à ce que, voilà, ce que c'est très simple en fait. Finalement, la réponse à cette question, c'est le fait que bah, tu es dans un univers, encore une fois, où tu as tellement de choses à voir, tu as tellement de choses à découvrir, à expérimenter, tellement de races de gens, entre guillemets, Mhm. entre les Ouais. elfes, entre les nains, entre... Enfin voilà, comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi, mais il y a tellement de variétés, et en même temps, il y a une espèce de bonne entente entre les peuples, tu vois, Mhm. de manière, De manière générale, ouais. de manière générale. Il y a un truc un peu presque paradoxal, mais c'est à la fois dystopique, parce que c'est la guerre, quoi, mais, Mhm. enfin, comme dans la vraie vie, et à la fois utopique. Enfin, il y a une espèce de bienveillance, je trouve, qui règne C'est ça. dans le film entre les gens, qui est assez chouette. Chacun a son statut. On ne sait pas trop forcément au départ à quoi ça correspond, être ensorceleur, être, Mhm. je sais pas, être voleur même, ou être paladin ou quoi. Et en fait, il y a une espèce d'équité, je trouve, entre les personnages, qui est assez jolie. Même si les plus jeunes ont des choses à apprendre des plus vieux. Ouais, mais à la limite, classiquement, mais- peu importe ce que t'es, enfin, t'es juste plus jeune, donc forcément, Oui, tu c'est vas ça. apprendre. Et toi, Dorian, qu'est-ce que t'aimerais dire? Pour Donjons et Dragons, bah, du coup, tu m'as fait découvrir ça, Gauvin. Ouais. Je trouvais que c'était un bon divertissement, sans plus. Mais comme tu dis qu'il n'a pas forcément de défaut, en vrai, je comprends. C'est-à-dire que bah, si tu aimes l'univers, bon, bah, tu peux être ravi parce que tu as tout. Ouais. C'est très fidèle au support original du jeu, où tu as vraiment l'impression d'être dans un jeu ou dans un jeu vidéo, où tu as plusieurs quêtes qui s'entremêlent et qui s'enchaînent. Comme avait dit Nina, c'est vraiment chaque personnage a son utilité, ou des fois il n'a pas d'utilité, mais ça reste le personnage principal, comme le héros principal, qui c'est juste un joueur de lutte. Tu vois. Ouais. Donc c'est Totalement. ça qui est intéressant, comme on verra dans Seigneur des Anneaux, où chacun a un peu sa fonctionnalité, ses capacités, et c'est comme ça qu'ils vont évoluer. Ils vont devoir évoluer, progresser, et c'est comme ça qu'ils seront plus forts ensemble. Et moi je trouve que pour venir carrément à la problématique, je pense que c'est la manière dont ils représentent la mort qui est très intéressante. Je trouve parce qu'ils vont le représenter déjà dans une menace par rapport aux morts vivants dans Hexenk. Tu le retrouves aussi dans l'humour, quand il est refait revivre. Ouais, totalement. L'humour. Et tu le refais revivre, tu le fais, c'est l'objectif de refaire revivre la femme. C'est super simplement. intéressant. Et je trouve que c'est intéressant dans le sens où tu as envie de vivre dans ce monde, parce que bah, tu es dans un monde où tu peux refaire revivre des gens que tu aimes. Donc je trouve ça beau par rapport à la mort, qui en fait utilise la mort dans différentes facettes, qu'elle soit négative ou positive, mais l'objectif principal c'est de refaire revivre une personne que tu aimes. Donc je trouve que c'est là qui est intéressant, parce que tu peux littéralement faire revivre une personne que tu aimes. Voilà, En fait, un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, on a ce truc de tout est possible dans le mal ou dans le bien. C'est quelque chose qui vient aussi avec le mystère. Et en fait, je vais un petit peu m'avancer vite fait sur ma conclusion personnelle de tout ça. Mais l'un de mes supports fondamentaux, c'est quand même Jules Verne. Et pour moi, Jules Verne, qui était à une époque où le monde commençait à être de plus en plus lassant, c'est-à-dire qu'on avait commencé à tout découvrir, etc. Tout était... il a réussi, par sa fiction, sa science-fiction même, à se dire peut-être que notre monde il nous cache encore des mystères et tout, et plus le temps passe et plus les mystères s'effacent. Il a espéré que dans l'espace ce soit mystérieux, au final l'espace on le connaît, il a espéré que les profondeurs soient mystérieuses, au final les profondeurs on les connaît. Et pour moi le support notamment du jeu de rôle et du coup de Donjons et Dragons et tout ça permet d'avoir cette source de mystère qui nous fait nous dire il peut arriver le mieux, quoi. Il peut arriver des trucs qu'on n'espérerait plus ici, donc notamment ramener quelqu'un à la vie. Exactement. Ouais, j'aime bien cette vision du truc. Ça revient aussi à... Je pense que ça peut englober les 4 films aussi, mais je m'avance pas trop, mais sur la présence de l'utopie et de la dystopie à la fin, enfin, en même temps, quoi, qui cohabitent vraiment. C'est effectivement, il y a une grande liberté et en même temps beaucoup d'obstacles à la fois, quoi, dans tous les films, et c'est ça qui est assez fort et qui donne envie d'y vivre tout en étant un peu méfiant des univers dans lesquels on risquerait de... je vais encore plus loin dans le dire, mais je fais très très vite. Mais du coup, par rapport à Donjons et Dragons, le jeu, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs plans d'existence, plusieurs univers qui coexistent tous les uns les autres, donc ils sont définis. Il y a une infinité, mais qui sont mineurs, mais il y a quand même une minorité de plans qui sont très 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 différents des originaux. Et notamment, il y a 2 plans qui sont super intéressants parce que ça parle totalement de cette problématique. Il y a la Gisombre et la Féerie. Donc la Gisombre, en fait, pourrait être une représentation à la limite de notre monde, dans le sens où c'est une dimension miroir à la dimension réelle, au plan physique,
où tout est déprimant, tout est gris. C'est pas la dimension du mal, c'est la dimension d'on s'emmerde. C'est vraiment tout va être constitué de morts-vivants, parce que forcément le mort-vivant c'est pas le mal, c'est juste le neutre. Il est là pour assouvir ses plus bas instincts. Voilà. On va y croiser vraiment les plantes les plus chiantes. Tout est chiant. Et en opposition, il y a le plan du coup supérieur au plan matériel qui va être la féerie, où là justement on va être dans ce monde qui est encore, pour cet univers, qui pourtant est un univers d'heroic fantasy, encore plus fantastique. C'est-à-dire que c'est de là d'où viennent les races curieuses. Donc par exemple les elfes, qui sont des trucs bizarres. Les humains viennent du plan matériel, et tout ce qui va être vraiment très très féerique vient de ce plan-là. Et ce plan-là, c'est pas le plan du bien, c'est le plan de l'extrême. Donc on va y voir à la fois tout ce qui va être fait du jour, fait très joyeuse, tout ça, qui va faire des petites farces, qui va construire des châteaux magnifiques, et les fées de la nuit, qui elles vont plutôt être horribles et vont commettre des actes bien plus atroces que ce que tu peux croiser en Gisombre. Donc en fait, même dans cet univers totalement fictif, dès l'instant où on a quelque chose de connu, on a l'impression d'être toujours dans cette diégèse habituelle et la routine. Et du coup, là, on a cette féerie qui vient, comme nous, Donjons et Dragons nous fait, ça vient les surprendre avec cette utopie et cette dystopie qui se mêlent. Ouais, c'est intéressant. Ça peut peut-être effectivement englober de manière générale tout le fantastique, tout l'heroic fantasy. Il y a toujours forcément un parallèle qu'on fait avec nous, notre vie réelle et l'univers auquel on est face. Mais c'est peut-être le moment de faire la transition avec le Seigneur des Anneaux, du coup. In the lands of Middle-earth, legend tells of the Dark Lord Sauron and the ring that would give him the power to enslave the world. Lost for centuries, it has been sought by many and has now found its way. Au cœur de la Terre du Milieu, le hobbit Frodon Sake hérite de son oncle Bilbon un anneau magique qui se révèle être en réalité l'anneau unique, un puissant objet qui redonnera à son maître ténébreux Sauron la puissance de régner et de réduire en esclavage tous les peuples libres. Accompagné de plusieurs compagnons issus de différents royaumes, le jeune hobbit formera la communauté de l'anneau, dont la mission est de jeter l'anneau unique où il fut forgé, au cœur de la montagne du destin, afin de le détruire. Le Seigneur des Anneaux, du coup, c'est le 4e film qu'on a choisi, mais qui est finalement le film un peu somme, quelque part, qui est le film d'Heroic Fantasy de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est le classique, quoi. Et donc, le Seigneur des Anneaux, c'est un peu ton classique aussi, Gauvin. C'est-à-dire que pour moi, sans le Seigneur des Anneaux, il n'y aurait pas tout. Il n'y aurait pas Donjons et Dragons, du coup, je serais très triste. Il y aurait pas Harry Potter. Il y aurait pas Harry Voilà, Potter. tu parles du livre, du coup. Oui, bien sûr. Alors, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que même le film a tellement inspiré notre génération de manière générale, même si toi, Nina, du coup, ça t'a pas inspiré. Mais ça a été. Je précise juste que j'ai découvert le Seigneur des Anneaux dernièrement, quoi. Oui, mais c'est pas un mal en soi. Non, mais je précise que c'est pas une haine que j'ai contre le film, comme on pourrait le croire. Donc t'as bien aimé, en vrai, donc ça va. Oui, j'ai bien aimé. Mais ça a été une des sagas marquantes, comme l'ont été du coup Star Wars pour une autre génération, quoi. Donc, Harry Potter. Ou Harry Potter, oui, même si moi, tu vois, j'ai moins été touché, mais. Je ou Twilight. Voilà. Non, mais toi, s'il te plaît. En vrai, j'adore Twilight, donc j'ai rien à dire. Voilà. Alors, oui, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais vite fait, Nina, de l'utopie de la dystopie, clairement, on a l'exemple parfait là de, puisqu'on va parler du premier film, du coup, de ce petit hameau magnifique où tu fais ta petite campagne, ton petit commerce, voilà, t'es dans la belle vie parfaite, à tel point que les gens s'emmerdent tellement qu'ils s'engueulent les uns les autres, ils se font des petites crasses et tout, en mode on se fait chier, quoi. Et à côté de ça, il y a du coup l'anneau unique, Sauron, le mal incarné, le Mordor qui est noir avec des cendres, avec de la lave, compagnie. Donc c'est pas très joyeux, même si en soi la lave n'est pas mal en soi. Mais... et du coup c'est intéressant de voir qu'encore une fois, on pourrait avoir envie de vivre dans cet univers, bien sûr c'est mon cas, mais pourtant il y a des choses qui sont apparemment encore plus terribles que dans le monde réel, même si ça, on va pouvoir y revenir. Ensuite, du coup, pourquoi est-ce que ça a un intérêt de parler de ce film dans notre sélection ? C'est que je pense que contrairement à Donjons et Dragons, là, ça traite d'un sujet qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, surtout d'époque de Tolkien, du coup, qui est, dans le premier film, la venue à la guerre, surtout. Parce que du coup, là, on a une guerre qui se raconte de bout en bout, bien sûr, entre les 3 films. Mais le choix du premier film est intéressant parce que on va nous montrer un jeune homme qui pourrait ne pas être majeur, que ça changerait rien,
et qui va se retrouver dans une guerre qui n'est pas la sienne, en fait, tout simplement. L'anneau unique, mis à part qu'il l'hérite, il a rien à voir avec lui. Vraiment, à la limite, Bilbon, pourquoi pas, parce qu'il l'a quand même trouvé, il l'a quand même gardé, voilà, ça peut être sa guerre. Frodon, rien à voir. Et encore moins pour Sam, qui était juste le jardinier, ou Pipin et Merry. Et donc, ce qui est intéressant pour moi dans Le Seigneur des Anneaux, c'est surtout, même si ça peut être bizarre dit comme ça, c'est le mensonge. Et on va dire l'obligation de devenir un héros. C'est-à-dire que Tolkien a participé à une guerre déjà. Si je ne me trompe pas, c'était 14-18 ou alors c'était 1870, je ne sais plus. Mais enfin bref. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que il a compté ce qu'il a vécu en fait, sous une forme beaucoup plus joyeuse. Mais il a vécu ce fait d'être dans sa petite vie, de ne pas avoir l'intention de faire la guerre. Et on lui fait miroiter monts et merveilles, alors pas avec un magicien qui lui dit t'inquiète tu seras un héros, mais presque. En tout cas c'était un vieux barbu, ça c'est sûr. Et du coup il s'est retrouvé à devoir faire la guerre et à vivre les horreurs de la guerre qu'il a décrit dans Le Seigneur des Anneaux. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que le mensonge marche de ouf. Parce que comme on l'a dit plus tôt, enfin comme du coup je l'ai dit et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, ça a marqué des générations et ça a donné envie à plein de personnes de s'intéresser à l'heroic fantasy de manière générale. Surtout ça a permis de crédibiliser tout cet univers où tu les prenais comme des pecnos, des gens vraiment méprisés. Ouais. Et grâce à cette saga, ça décrédibilise, ça leur donne du crédit et ça va du coup donner recours aux autres films de la section ou d'autres. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que du coup, en fait, ce que je trouve assez amusant, c'est que le mensonge a fonctionné. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ont acheté quand ils ont vu Le Seigneur des Anneaux, qui sont devenus totalement fous? Les épées des personnages. En mode, on veut être ces héros. Alors que ce qu'a raconté Tolkien au départ, c'est les pauvres petits gars, ils ont rien demandé. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est ce côté, en fait, on est tous des moutons, et si on nous dit de partir à la guerre parce qu'on veut devenir des héros, voilà, on te dit, tu reviendras changer, tu seras très différent, et la vie te réussira, en gros, voilà. Et on va se dire, ouais, c'est quand même une super aubaine. Ouais, c'est ça. Pour revenir à ton côté obligation, pardon. Non, j'allais juste dire ou pas, parce que t'avais pas forcément le choix d'y aller, aussi. Ah, mais c'est parce que. Oui, mais c'est ça, oui. Parce que là, j'ai l'impression que tu parles comme d'une forme presque de propagande à aller à la guerre, tu vois. Non, c'est tout le contraire. D'accord, ok. Justement, Tolkien, lui, a subi cette propagande. Oui, il a subi. Et du coup, il y a une volonté de devenir héros. Enfin, tu dis, ok, je vais aller à la guerre, mais je vais aussi être un héros de guerre. Ouais, sauf que justement, t'as vu comment le film, le troisième film se termine. Ouais, bien sûr. Frodon et Sam n'en reviennent pas du tout indemnes. Mais c'est clair. Et c'est ça qu'a voulu montrer Tolkien, ce côté où on est des moutons, on va partir en guerre parce qu'on va nous faire miroiter monts et merveilles, alors que... Parce qu'on nous laisse pas le choix aussi. Ouais, tu vois, pour moi... pas des masses de choix. Bon là, peut-être que c'est la vision de Tolkien, effectivement, mais aller à la guerre, c'était pas... on te demandait pas forcément ton avis. Peut-être qu'on essayait de te motiver d'une certaine façon, mais... ça dépend pour qui. Mais tu y allais parce que t'avais 25 ans et que t'étais au top de ta forme et que faut y aller, quoi. Ça dépend pour qui, parce que quand ils se retrouvent, je sais plus, dans le royaume elfique, où il y a tout le monde, il y a les gens qui décident, du coup, qui prennent le choix de partir en guerre et de rejoindre Frodon. Donc là, ils ont le choix. Mais en l'occurrence, quand tu parles d'obligation, là où le personnage de Chris Pine dans Donjons et Dragons, c'est lui qui a voulu accomplir cette quête. Là, Frodon, il doit supporter un fardeau on lui a rien demandé. Et c'est ça la différence, je trouve. Et évidemment, ça reste le personnage qui gravite autour de lui, parce que c'est lui qui porte le fardeau et c'est lui qui a toute la destinée du royaume entre les mains. En plus, il est représenté comme quelqu'un qui n'est pas forcément impressionnant, c'est quelqu'un de chétif qui n'a pas forcément de capacité particulière ou quoi. Et à côté, tu as un autre, justement, qui va prendre de la valeur, de l'ampleur, surtout dans le troisième film, c'est Aragorn, tout simplement, où tu le vois comme comment on l'appelle, l'escroc, un voleur. On l'appelle. c'est un rôdeur. Ouais, voilà, c'est un rôdeur. Donc c'est pas non plus. On parle d'un rôdeur au premier, à un roi au troisième. Dans l'univers de Tolkien, les rôdeurs sont en fait des gardiens du Sud. Donc en fait, c'est vraiment des flics mercenaires, vite fait hors la loi, qui, on s'approche pas d'eux, ils sont sales, ils puent. C'est ça. Donc tu vois, on passe quand même d'un rôdeur à un roi. Donc en termes de développement, voilà. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage, c'est un être humain. Et dans son écrit, c'est intéressant parce que celui qui a causé tout ça, c'est un être humain, c'est Isildur, du coup, son ancêtre, qui n'a pas pu, qui a été complètement sous l'addiction de l'anneau, qui n'a pas pu justement arrêter ça. Et justement, c'est que le fait que ce soit un être humain qui va devoir réparer les torts de sa race, entre guillemets, je trouve ça intéressant, ça donne beaucoup plus de développement à son personnage et ça va le rendre beaucoup plus.
ça va lui donner des crédits de justement avoir beaucoup plus de crédibilité pour avoir le poste qu'il occupe lors des prochains opus, je trouve. Ah, moi, je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Ok. En fait, pour moi, déjà, Frodon a choisi d'aller faire cette quête. Parce qu'en réalité, la première chose qu'on lui demande à Frodon, c'est pas d'aller jeter l'anneau dans le feu, c'est de le ramener à Foncombe. Pour que là, un conseil décide de ce qui va se passer et que ce conseil-là envoie des gens qualifiés pour aller le faire. Et le conseil se passe, et là, dispute pas possible, parce que forcément l'anneau représente tous les péchés, représente l'addiction au pouvoir, à tout ça. Et en fait, Frodon dit je vais le faire. C'est super intéressant cette scène, parce que du coup, on a ce gars-là qui d'un coup se dit non, mais je suis beaucoup plus Je pense que je suis d'accord avec toi, il veut le faire sur le moment, mais quand il se rend compte. Mais oui. En fait, il s'est rendu compte que c'est un fardeau et il est obligé d'aller jusqu'au bout parce que il a pris la responsabilité. Mais ce qu'ont vécu les jeunes qui sont partis en guerre. Exactement. Ta désillusion de la guerre, tu vas pas devenir un héros, tu vas crever dans les tranchées. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un fardeau qu'il regrette au fil des films, en fait, tout simplement. Et ensuite, moi, là où je suis encore en opposition avec toi, c'est que Aragorn, oui, il a totalement le mérite de ce qu'il a fait, etc. Il a fait tout ce qu'il a pu pour pouvoir aider Frodon à faire sa quête, mais en réalité, Frodon, rappelons que c'est quand même lui et Sam, bien sûr, qui ont ramené l'anneau jusqu'au volcan, enfin la montagne du destin, l'ont détruit et ont vaincu Sauron. Aragorn, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé Pipin et Merry qui se sont retrouvés embarqués là-dedans sans le demander. Eux, pour le coup, n'ont vraiment rien demandé, mis à part on va protéger notre copain. Et ensuite, une fois qu'il a sauvé Pipin et Merry, il s'est dit bon, je sais pas trop quoi faire, donc on va aller voir les autres copains, on va lever une armée. Il lève une armée, mais à quoi elle sert cette armée? Elle sert pas à vaincre l'ennemi, elle sert à donner du temps à Frodon et Sam. Et pourtant, quelle est la finalité? Frodon, il a envie de mourir. Aragorn, il devient roi. Le mérite ne revient pas aux petites gens, il revient à ceux qui sont nés de sang divin, de sang... c'est en mode... T'avais le pouvoir avant, même si t'étais dans l'ombre, t'avais le pouvoir avant, t'avais de bonnes relations avec les gens, et forcément, ce sera toi le roi. Mais je trouve que moi, par exemple, à l'inverse de ça, la plus grande marque de respect ne se font pas justement aux riches ou à Aragorn ou quoi que ce soit, se font justement aux hobbits. Parce qu'à la scène de fin... Parce qu'Aragorn est un bon roi. Oui, mais justement, je trouve que la scène la plus touchante, justement, c'est quand tout le monde se prosterne devant Aragorn, dont les hobbits, et que Aragorn vient devant eux et dit non, c'est à nous de nous prosterner devant vous. Et ça, je trouve que c'est la scène la plus touchante et ça témoigne du fait que il mérite d'être roi, tout simplement. Oui, totalement. Et voilà. Je suis d'accord, mais moi je le remets toujours dans un contexte de réalité, puisque du coup on est vraiment sur la représentation de ce qu'a pu vivre Tolkien. Et ça veut juste dire voilà, on va te donner ta médaille et tu rentres chez toi. Ouais, j'ai bien envie de rebondir là-dessus. Parce qu'il y a toujours des éléments de la réalité qui s'impliquent dans le film. Moi, ce que j'ai vu, avant même de voir ça, de voir le fait d'aller à la guerre et d'envoyer des jeunes hommes, des très jeunes hommes, parfois des enfants presque à la guerre. Dans certains pays, on envoie des enfants. Moi, je vois aussi une grosse métaphore de l'industrialisation, du capitalisme. Ça m'a sauté aux yeux. C'est très manichéen, et les méchants sont très méchants. Et il y a une espèce de verticalité, quoi. C'est-à-dire que les méchants sont en haut des tours, que ce soit Sauron ou Saruman. Et pour eux, il y a, les orques travaillent pour eux, donc dans une espèce d'usine, en fait, d'énormes usines. Donc on est en plein dans le Fordisme, avant les luttes ouvrières, etc. Et donc il y a un système qui est ultra ouvrier, capitaliste et tyrannique. On est sur une dictature. Et puis les orques se ressemblent tous. Il y a un truc un peu de déshumanisation. Bon, c'est pas des humains, mais il y a un truc de je sais pas s'il y a un mot, en tout cas, mais il n'y a pas d'individualisation. Ouais. Les orques ne forment qu'un groupe qui est là pour assouvir les besoins de Saruman et de Sauron et pour tuer du coup les gentils qui sont la communauté de l'anneau, les autres, etc. Donc je pense qu'il y a sans doute aussi un gros parallèle avec ce qu'a pu vivre Tolkien à ce niveau-là. En plus de la guerre, la montée de l'industrialisation. Alors, t'as raison, mais à la fois, je vais mettre une petite subtilité. C'est que je pense que c'est pas parfaitement expliqué dans le film, dans les films, mais en réalité, l'industrialisation ne vient pas de Sauron, elle vient vraiment de Saruman. Oui. Et en fait, Sauron, si lui apporte la matière première, il apporte le sang orc en fait dans l'équation. En réalité, c'est un mage qui normalement a été créé pour faire le bien, puisque c'est censé être le mage blanc, il est là pour être censé aider le peuple. C'est lui qui se met à créer l'industrialisation grâce à la corruption. Donc pour moi, on a
un truc un peu plus non manichéen de le mal a corrompu le bien pour l'amener à l'industrialisation plutôt que le mal industrialise. Ça fait penser à la Seconde Guerre mondiale avec le Marshal Pétain, par exemple. Le fait qu'il. Ah ouais, à ce moment-là. Bah oui, c'est vraiment. Pourtant, il a pas vécu ça. Oui, mais là, justement, avec le contexte, ça nous fait penser à ça, du fait que tu te retournes et tu sers justement l'ennemi en Bah après, trahissant, du coup, ouais. qui tu étais de base, tu vois. Je vois pas le parallèle personnellement. Ok, carré. Parce que, non, mais c'est-à-dire que Pétain, sans rentrer dans le débat plus longtemps, je le soutiens pas du tout. Hein. Mais le gars a surtout fait ce qu'il a pu pour se dire, on va essayer de pas tous être baisés dans l'équation, quoi. C'est par peur, comme oui, Saruman, c'est comme Saruman, finalement. Sauf que Saruman, c'est pas de la peur. En réalité, alors là, encore une fois, dans les livres, c'est beaucoup mieux expliqué. Mais Saruman, depuis le début, avait une haine et une jalousie envers Gandalf qu'il a essayé d'assouvir grâce à cette trahison. Donc c'est pas du tout de la peur. Il était très très carré dans son plan avec son. Okay. Oui, c'est encore une fois, c'est une forme d'opportunisme, de savoir saisir les opportunités aux dépens du bien-être des autres, voilà, sans souci. Mais c'est intéressant de se rendre compte, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Dorian, moi j'ai découvert vraiment le Seigneur des Anneaux très récemment. Alors je peux bien aimer le cinéma d'Heroic Fantasy, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je m'étais jamais lancé dedans par rapport à déjà la longueur des films que j'ai vu les 3 en version longue, bien sûr. Beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais j'ai pas du tout grandi là-dedans, quoi. Il faut, je pense, un précepteur, une personne qui te met dans l'univers. Merci Gauvin. Ça n'a pas été mon cas. Mais ça m'est pas arrivé plus tôt. Mais donc je l'ai vu avec des yeux d'adulte directement, donc sans aucune prise de recul et sans aucune nostalgie et sans avoir déjà connu l'univers enfant avec un regard naïf et inconscient de ce que ça pourrait représenter dans l'histoire. Donc on se rend compte à quel point c'est effectivement riche. Et encore, j'ai pas lu les livres, j'imagine que c'est encore plus riche dans les livres. Mais le parallèle avec la réalité est très fort et poussé à l'extrême. Donc on revient effectivement à ce qu'on disait juste avant sur le parallèle entre utopie et dystopie qui finalement se complètent systématiquement et vivent ensemble. Vivent ensemble et sont indissociables. Surtout. Oui, c'est surtout ça. Ouais. Après, moi, j'ai 2 petits derniers trucs que j'aimerais dire vraiment rapide. En fait, il y en a un, c'est que je veux glisser une théorie que j'ai sur cet univers. Parce que du coup, là, il y a des gens qui nous écoutent, donc c'est super intéressant que je glisse ça. Vas-y. C'est qu'en réalité, donc il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que c'est un sujet qui fâche, mais les aigles. Voilà, les aigles. Facilité scénaristique. Et bah justement, pour moi, les aigles, c'est super intéressant dans l'histoire de la traduction d'un monde fictif, d'un monde réel au monde fictif. C'est que je vois les aigles comme... alors il y en a qui disent les Américains qui sont venus sauver et tout ça. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, je vois plutôt et si ça s'était bien passé. En réalité, si on enlève les aigles de l'équation à chaque fois, pour moi, on a l'histoire telle qu'elle se serait passée dans la vraie vie. C'est-à-dire, Frodon serait mort là, machin se serait mal passé là, etc., etc., etc. Et pour moi, c'est un peu l'importance de l'heroic fantasy dans cette traduction du réel vers l'imaginaire, que ce soit dans Donjons et Dragons ou dans Le Seigneur des Anneaux, on le voit, c'est le MJ. En fait, c'est le truc de... Bon, là, on rajoute cette petite subtilité de... voilà, grâce à une intervention divine, une facilité scénaristique, comme tu dis, Dorian, là, ça se passe bien, malgré tout. Parce que sinon, si on l'avait vu sans cette facilité-là, ça se serait très, 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 très mal passé. Vraiment, oui, clairement. Donc voilà, pour la petite subtilité théorie que j'aime bien. Et ensuite, pour finir, c'est que le débat, c'était quand même, est-ce qu'on a envie de vivre dans cet univers ou non ? Et en soi, en regardant les films, j'ai de grave envie de vivre dans cet univers. Rien que l'introduction, même s'ils se font chier. Oui, mais que là. Hein. Oui. Moi, j'ai vu que avec les Hobbits. Pour moi, c'est à la fin du 3e film. Ou avec les elfes, éventuellement. À la fin du 3e film. L'exemple le plus prenant, c'est vraiment l'introduction avec les Hobbits. Genre, c'est le monde parfait, c'est idyllique. C'est ce que je disais, le mensonge de... Exactement. Mais... quand on lit les livres, j'ai pas trop envie parce qu'en fait le gars il a call, le Tolkien il était pas si con, hein, il a call un truc qui s'est passé juste après, hein, quelques décennies après, la guerre froide. Parce qu'en réalité, Sauron n'était que la première menace d'une longue lignée, puisqu'on en parle très très peu, mais il y a, alors j'ai plus le nom de ce grand méchant, enfin en gros le dieu du mal si on veut, Morgoth, voilà. Morgoth qui est du coup Sauron est le chien de Morgoth en réalité, et Sauron était le rempart face à l'invasion de Morgoth, qui est une invasion beaucoup plus latente en tsum tsum derrière. Et en fait justement le gars il avait call le fait que la guerre aujourd'hui elle se passe plus avec des soldats sur le terrain, elle se passe par la corruption des esprits faibles, etc. Donc en fait quand tu lis les livres t'as pas trop envie de vivre dans cet univers après. Ok, c'était intéressant d'ajouter ça quand même pour finir sur cette partie sur le Seigneur des Anneaux.
Et alors là, donc il nous reste 2 films. Et est-ce que vous avez une idée de transition entre les deux? Est-ce que vous pensez qu'on part plus Tolkien, sur, Harry Potter Moi, je dirais la saga marquante. Hein. Donc, Ouais, on passe, enchaîne avec Harry Potter. On passe du Seigneur des Anneaux à Harry Potter. Et bah c'est parti pour Harry Potter. Something's coming closer. I can feel it. La 4e année à l'école de Poudlard est marquée par le tournoi des 3 sorciers. Les participants sont choisis par la fameuse Coupe de Feu qui est à l'origine d'un scandale. Elle sélectionne Harry Potter, seulement âgé de 14 ans alors qu'il faut avoir au moins 17 ans pour participer. Accusé de tricherie et mis à mal par une série d'épreuves physiques de plus en plus difficiles, Harry sera enfin confronté à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Du coup, Dorian, pourquoi tu voulais nous sortir de l'Heroic Fantasy avec ton film? Je suis désolé, hein, vraiment. Le hors-sujet de cet épisode. J'ai tellement forcé, mais pour moi, parler de fantasy, bon, évidemment, le sujet est vaste, mais je devais parler d'Harry Potter. C'était pour moi, ça me touchait tellement parce que contrairement aux 2 autres grandes sagas, donc Star Wars et Seigneur des Anneaux, Star Wars et Seigneur des Anneaux, c'est comme Nina, je les ai tu les as connus vus beaucoup plus tard, alors que Harry Potter, j'ai littéralement grandi dedans. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a un attache un peu plus personnel. Pourquoi j'ai choisi le 4 ? C'est par rapport à la problématique, tout simplement, où je trouve que c'est littéralement le début de la guerre, Oui. le début de la maturité, l'accomplissement de la maturité. Et ça se fait d'entrée, dès l'introduction, post-introduction, parce que dans le livre, t'as le match de Quidditch qui est beaucoup plus long. Et là, il le cut, c'est-à-dire ça lance et après c'est terminé. Donc dans le livre, c'est beaucoup plus développé. Alors que là, du coup, ça rend le film, ça rend l'attaque des Mange-Morts un peu plus abrupte et un peu plus sec. Dans le sens où là, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus poétique qui va ressembler évidemment aux attaques terroristes qu'on peut avoir. Où vraiment, ce genre d'attaque, c'est un peu le début de ce que pourrait amorcer n'importe quelle guerre. D'avoir une attaque terroriste tout simplement. Ouais. Et je trouve que c'est c'est très politique. On va rentrer beaucoup plus dans la politique dans ce film avec Barty Croughton qui est celui qui gère tout ça. T'as Rita Skeeter aussi avec le média. Donc tout la politique. T'as Cornelius Fudge aussi qui est le ministère de la magie qui va vraiment lui apporter quelque chose de très militaire. Où à un moment donné quand il a une conversation avec Albus Dumbledore, il lui dit en mode je serais prêt à aller jusqu'au bout, je vais pas baisser les armes, quitte à faire perdre des gens. Donc ça, c'est vraiment en tant que ministre c'est quelque chose de fort et qui annonce vraiment une guerre et justement la peur de quelqu'un, parce que Cornelius Fudge, c'est une figure politique qui va pas accepter le retour de Voldemort et qui va avoir peur en fait tout simplement et qui va régir sur la peur, et ça montre aussi l'anxiété, la peur que beaucoup de chefs d'État ont et qui ont provoqué d'énormes conflits. Et je trouve que c'est il y a beaucoup de maturité dans ce film aussi, déjà avec l'adolescence tout simplement, ou les premières amourettes, ou tout simplement des moments un peu plus indépendants où justement c'est le premier film où tu vois pas d'introduction avec les Dudley. Donc même si ils ont pas, il n'y a pas énormément d'affect, ça reste quand même un cadre familial. Fait qu'on démarre pas sur ce cadre familial, tu te rends compte que c'est un peu plus mature, un peu plus indépendant tout simplement. Et il y a quelque chose qui est très fort dans ce film, pour aller au dépaysement, c'est que tu nous montres la magie, tu nous montres quelque chose d'un monde évidemment auquel tu as forcément envie de vivre, mais en fait tout ce monde qu'on te montre, c'est une illusion de ce qui s'apprête à arriver. Et en fait tout le long du film on nous endort parce qu'on nous montre c'est magie, on va faire un bal, c'est trop bien, c'est vraiment Teenage Movie. Il y a le petit tournoi, c'est cool, bon, même si c'est relativement dangereux, ça reste quand même bon enfant, mais en fait tout ça va cacher ce qui va se passer, parce qu'en fait on nous montre d'entrée Voldemort qui est pas dans un état propice quand même à lancer une guerre, mais tu te rends compte que ça va arriver, je crois qu'on le voit dans le rêve du coup de Harry Potter, et justement on se rend compte que attends, je viens de me perdre. En gros, on essaye de t'endormir, donc en gros, tout se passe pour le mieux. Exactement, on est en train de nous endormir, et en fait, tout bascule dans le cimetière. Oui. Tout bascule dans le cimetière parce que, en fait, le tournoi n'a plus aucune importance. Tout ce qui nous donnait l'illusion de voir ce que nous montre le film disparaît pour voir ce que nous cachait tout le film, à savoir la résurrection de Voldemort. C'est pour ça que j'ai choisi le plan où c'est Voldemort qui
qui se prend la tête, tout ça, parce que ce plan qui iconise le mal et qui iconise le retour du prince des ténèbres, tout simplement. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant de la manière dont il structure, parce que c'est McNewell, c'est le réalisateur qui est pas forcément très connu. On n'est pas dans le standing de Alfonso Cuarón ou la maîtrise du monde magique de Chris Columbus, mais il a réussi quand même à nous gérer une anxiété et nous cacher cette anxiété comme personne n'aurait fait, je pense, dans la saga, tout simplement. J'avais pas pensé sous cet angle et c'est très vrai. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour ça, et c'est pour ça que Harry Potter 4 rentrait, c'était le bon compromis de pouvoir parler de ce genre de film dans ton thème, du coup, Gauvin. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et puis c'est vrai que comme c'est un des films de la saga où on voit le plus le monde magique sans se concentrer sur le monde moldu, même si le 3 aussi, je trouve qu'il le fait quand même pas mal. Mais c'est vrai que là, on est quand même quasiment dans un monde fictif. Hein. Ah oui, vraiment. C'est vrai que tout le côté où ils ont leur tente là dans le champ de Quidditch, tout ça. Enfin, tu te crois pas dans le monde réel, en fait. Ouais. Moi, je me suis amusée à un petit peu lister les trucs cool qui me donnent envie d'y Ah vivre, ouais, ok. notamment les tentes. Effectivement. Oui, les tentes, c'est Elles sympa. sont toutes petites et quand tu rentres dedans, elles sont 10 fois plus grandes. On peut transformer les gens en animaux et soi-même, ça c'est pas mal. C'est vrai. Grâce à un bonbon, on peut se faire pousser des branchies et des palmes pour nager et respirer sous l'eau. Ça, pareil, c'est très très cool. Il y a des fontaines à pensines pour visualiser des pensées, des souvenirs. Et ça, c'est vraiment très cool aussi. Et puis, il y a plein de créatures magiques. Il y a des sirènes, il y a des dragons, il y a un phynix. C'est mythologique, hein, avec le C'est très labyrinthe. mythologique. Bah, Ah ouais, on mais est on vraiment est- dans Tolkien, dans Ouais, le jeu vraiment. dragon. Là, Bah, on est carrément. vraiment Et puis, on est fond. à fond dans les 12 travaux d'Hercule aussi. Enfin, il y a des trucs un peu... Ouais. Oui, Hercule ou le labyrinthe avec le... J'ai plus le nom de cette mythologie, mais le fil d'Ariane. Ah oui. c'est le Avec Minotaure. le Minotaure, voilà, Mhm. exactement. Donc oui, tu sens que c'est très inspiré de d'autres Clairement. univers mythologiques qui Anciens, datent d'avant ouais. le cinéma, finalement. Bah, pour Vraiment. moi, il a un peu cet héritage, ce film, parce que c'est un peu quasiment le 3e de la liste, à être une adaptation, en fait. Mm. Donc, en fait, il a ce truc on se base sur du Les livre. 4 sont des adaptations. C'est vrai, mais je pensais à Donjons et Dragons qui n'était pas vraiment. Jeu. C'est une adaptation d'un jeu Ouais. qui a du coup un très gros contexte littéraire, mais qui de base est quasiment une adaptation d'une bible littéraire très Oui, très oui. vaste en fait. Mm. Et en fait, on a ce truc vu qu'on s'adapte, vu qu'on n'est pas sur une création originale dans un film, forcément on a plein de vieux trucs là-dedans, on a plein d'inspirations très anciennes, notamment la mythologie qui est un petit peu le premier, les premières traces d'Heroic Fantasy, on pourrait citer chronologiquement. On a ce truc de bêtes magiques, d'humains simples mais qui ont des pouvoirs faramineux, etc. Donc oui, Harry Potter a totalement, surtout dans celui-là, ce truc d'Heroic Fantasy. Donc je peux pas t'en vouloir. Ça va, Ouais. ça me rassure. Puis vous allez voir que Nausicaa aussi est légèrement un univers transmédiatique avec déjà des inspirations Eh bah. à la fois mythologiques et autres. Bah, On le raconte-nous verra. Et bah tout ça. allons-y, raconte-nous. Viens, mon enfant. Dans un monde post-apocalyptique survenu 1000 ans après une guerre dévastatrice surnommée les 7 jours de feu, la société industrielle a sombré. Nausicaa, princesse du modeste royaume rural de la Vallée du Vent, village relativement protégé des spores toxiques d'une forêt de science-fiction, la Foucaille terriblement meurtrière et polluée, se voit face à un conflit de taille. En effet, Kushana, princesse du royaume des Tolmecs, souhaite brûler la forêt toxique pour le bien de son peuple. Nausicaa est évidemment contre le projet et pense que la Foucaille et sa faune doivent à tout prix être protégées. La princesse de la Vallée du Vent y pénètre régulièrement malgré l'inquiétude de son visage, mutuellement dangereux l'un pour l'autre. Le monde des humains et celui de la nature pourraient pourtant s'unir. Tout au long du film, Nausicaa tente de protéger la Foucaille des peuples ennemis. Elle tient le statut tacite de protectrice des Omus, sorte de trilobite titanesque gardien de la forêt. Donc voilà en gros de quoi ça parle Nausicaa. Mais c'est évidemment bien plus que ça. Mais oui, quel on chef-d'œuvre. peut- Tes films préférés, top 1, Voilà, top 1 c'est ce Non, qu'on va top dire. 3, top 3, top 4, top combien C'est un de mes films préférés, ouais. Je vais pas le classer, mais c'est un de mes films préférés. Disons qu'elle a un tatouage. Voilà, littéralement la un meuf, tatouage. Ouais. de Nausicaa. Voilà. Le bras. J'aime bien ce film. Ouais. Alors, Nausicaa, comme pour les 3 autres films, c'est un film très dépaysant, mais qui est davantage dépaysant, je pense, pour un public japonais que pour nous, hein, parce que la Vallée du Vent reste finalement assez proche de ce qu'on pourrait connaître en Europe, C'est en vrai. tout cas. Si je dis pas de bêtises, Miyazaki s'est vachement inspiré de la Croatie et des Pays-Bas pour représenter la Vallée du Vent.
Mais ça reste un film de pure science-fiction avec un univers finalement très très éloigné du nôtre, notamment en ce qui concerne la Foucaille, donc qui est une forêt déjà envahie de bleu. C'est pas du tout une forêt verte comme on pourrait l'imaginer, mais elle est bleue. Et c'est l'un des premiers biomes, je sais pas comment appeler ça, mais c'est un des premiers espaces qu'on va rencontrer dans le film, après l'espèce de désert que traverse Maître Yupa. Donc Nausicaa va pénétrer la Foucaille et c'est la première fois qu'on rencontre Nausicaa finalement, c'est dans cette forêt qui est à la fois, encore une fois on est dans le paradoxe de l'utopie et de la dystopie, mais qui est à la fois magnifique, qui est très belle, voilà, et avec une faune et une flore très présentes, ce qui est quand même synonyme pour nous humains avec nos bas instincts de positif, quoi. C'est une forêt avec des plantes partout et des animaux partout, on se dit ok, bah c'est plutôt joyeux, ça va, quoi. Mais c'est une forêt très polluée dans laquelle on peut pas pénétrer sans masque filtrant. Et je pense, voilà, je vais aller directement à l'essentiel, mais je pense que ce qui nous donne envie de vivre dans cet univers-là, c'est principalement et avant tout le personnage de Nausicaa. Oui, totalement. Dans le sens où on voit le monde à travers ses yeux à elle, qui sont des yeux très optimistes, elle est très intelligente et elle va nous faire découvrir cet univers-là avec son point de vue, qui est un point de vue qui va toujours voir le bien, mais même à travers le mal. Enfin, tout le monde voit le mal en la Foucaille qui tue les gens, tout le monde voit le mal en les Omus qui sont des êtres très dangereux et qu'il faut surtout pas énerver, mais Nausicaa, elle voit que le bien. Et c'est grâce à elle, finalement, voilà, si vous n'avez pas vu le film, attention, je spoil, évidemment, mais c'est grâce à elle qu'on va trouver la solution pour cohabiter avec la Foucaille et finir par trouver une façon de respirer tranquillement. Et en fait, Nausicaa, elle apporte son point de vue positif et optimiste dès le début, et c'est là que je vais parler de mon plan. C'est qu'elle réussit à transformer tout ce qui est mauvais en quelque chose de bon. Alors je m'explique. Le plan que j'ai choisi, c'est le plan qui suit le moment où elle utilise son fusil, qui est donc une arme. Hein, donc il n'y a rien de plus, rien de plus mauvais qu'une arme en termes de symbole. Elle utilise son arme elle utilise en tout cas la poudre à canon de son arme pour la mettre tout autour d'un globe oculaire d'Omu, d'un cadavre d'Omu. En fait, elle va dans la forêt pour ça au départ, pour récupérer un globe oculaire d'Omu et l'utiliser comme cockpit pour les engins volants de son peuple. Et alors pour le déloger, elle utilise la poudre à canon qu'elle met tout autour du globe oculaire. Ensuite, elle utilise la détonation de son fusil pour faire se déloger le cockpit, le globe oculaire. Et ensuite, elle s'assoit sur l'Omu et elle met le cockpit au-dessus de sa tête. Et donc là, j'y vois un peu un symbole elle voit le monde à travers aussi les yeux des Omu qu'elle comprend parfaitement. Elle parle la même langue que les Omu. Elle est très proche des Omu. Et donc moi, je trouve ça assez passionnant que la première fois qu'on la voit utiliser un fusil, c'est pour l'utiliser. C'est pas de la bonne manière. C'est pour l'utiliser comme un outil qui est totalement anodin, quoi. C'est juste, elle utilise le fusil pas pour tuer, mais pour utiliser, pour récupérer ce globe oculaire qui est sur un Omu qui est déjà mort. Oui, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de. Voilà. Et donc ça symbolise absolument tout le reste du film, qui est un film à la fois très dystopique, où on ne peut pas respirer dans une forêt, ce qui est quand même un peu embêtant. Et en même temps, il y a une solution, et la solution, c'est Nausicaa. Et ça, c'est assez fort. Donc, je vais peut-être vous laisser la parole, j'ai tellement 1000 trucs à dire que je vous laisse. Justement, quand tu parlais du fait que Nausicaa transforme le mauvais en bon, et elle transforme le dangereux en beau aussi. Ouais. Et ça qui est intéressant, et justement, c'est pour ça qu'on pourrait vouloir vivre dans ce monde, c'est que malgré le fait qu'il soit dangereux, il est magnifique. Et au début, quand tu te rends compte que cette sorte de neige dans la caverne avec l'Omu, c'est une neige qui est magnifique, mais c'est des spores toxiques. Ouais. Donc, elle arrive quand même à faire du mal, quelque chose de magnifique. Et il y a une phrase, moi, qui était très révélatrice de la situation écologique auquel Miyazaki a l'habitude d'aborder. C'est les arbres d'ici sont nés pour purifier l'air pollué par les hommes. Et en fait, cette phrase, je trouve que c'est fou de dire que les arbres sont là pour réparer les erreurs humaines, alors que les arbres étaient là bien avant les humains. C'est pour dire que les arbres n'ont pas là une fonction d'écosystème, de nature comme on l'a aujourd'hui, réaliste tout simplement. Ils sont là pour réparer les erreurs humaines, alors que les humains détruisent tout ça. Donc je trouve que c'est une phrase qui est révélatrice du film et du propos auquel Miyazaki veut exposer tout simplement.
Et ouais, franchement, sinon pour le film, c'est vraiment un très bon film, rien à dire. Je trouve pas que ça soit dans le top 3 des meilleurs Miyazaki, mais je trouve qu'il est vraiment bien. qualité, Mais oui, mais même pour tout ce qui est la spiritualité, l'âme de la forêt, bah, c'est Lomu qui est littéralement le personnage, l'icône spirituelle de la forêt. Comme par exemple, je sais pas, dans Mononoke, bah, t'as le cerf qui est aussi une sorte d'icône spirituelle. Deux films d'ailleurs qui sont assez similaires. parfaitement en miroir l'un de l'autre. bien sûr. Ashitaka, c'est Nausicaa. Oui, voilà. Mais j'avais noté aussi une phrase que dit Ashitaka, bon, qui est une phrase assez culte, hein, mais il dit poser sur le monde un regard sans haine. Et parce que lui, c'est un peu son mantra, c'est sa motivation en avançant dans le monde. Et Nausicaa, c'est exactement ça aussi. Une espèce de sagesse assez folle à son âge. Je sais pas si on nous entend encore. Si, c'est bon. Et avec sa responsabilité, parce qu'elle a quand même la responsabilité de porte-étendard de tout ça. Celle qui guide, tout ça, celle qui prend toute l'énergie, qui prend toute la haine, et celle qui guide en fait. Donc voilà. Gauvin ? Bah, j'avoue que moi, j'ai pas grand chose à dire sur Nausicaa parce que je trouve que c'est très très clair. Enfin, tout ce que vous avez dit jusque-là, oui. Après, je dirais pas que moi, c'est un univers dans lequel j'aimerais vivre parce que là, c'est un autre sujet, mais c'est vraiment le visuel. En fait, tout simplement, le côté où comment a été designé le monde. Je dis pas du tout que c'est mal dessiné ou quoi. Hein. Pas du tout. Oui, mais vas-y, j'attends que tu me dises. En fait, juste. Ça la pique là. non, mais c'est. Non, mais en fait, j'imagine que si le monde tel qu'il est représenté dans Nausicaa apparaissait devant mes yeux sous forme réelle, ce serait un peu vide. C'est-à-dire que là, le côté poétique de Miyazaki a fait que il voulait je suppose, hein, il voulait que chaque chose dessinée ait un sens. Et du coup, ce qui n'a pas de sens n'a pas à être représenté. Oh non, je suis pas d'accord. Je peux comprendre que tu dises ça de la vallée du vent qui est assez épurée, où, à part des moulins, des champs et des gens, où il n'y a pas énormément d'éléments, mais la Fukai, elle fourmille d'éléments, je trouve. Il y a des insectes partout qui sont pas forcément utiles à la narration. Je trouve que c'est très, du coup, puisque là tu parles de la Fukai comme étant l'endroit plein de subtilités, du coup je trouve que c'est très... j'ai plus le terme dans le cinéma. Vous savez, quand ça réunit, ça rassemble dans l'image, c'est... Un plan d'ensemble ? Non, je vais y arriver. On est sur quelque chose de centripète. Voilà, une image centripète. Oula. J'aurais pas. Hein. Ok, en fait, une image centripète, c'est-à-dire que c'est une image qui capte ton regard et qui le tire vers le centre de l'image. En fait, l'idée d'un univers qui va être centripète, c'est qu'on va te donner un endroit phare et tout va se passer dans cet endroit. Donc là, la Fukai, c'est vraiment the endroit où, si t'as envie de vivre dans cet univers, t'as pas envie de vivre à 10 000 km de là, t'as envie de vivre là. Alors que du coup, quand tu prends un univers tel que celui de Tolkien ou tel que celui de Donjons et Dragons, donc Gary Gygax, on est sur un univers qui est centrifuge, où là, même si on te raconte une histoire à un endroit, tu t'en fous de vivre ici, tu veux vivre dans cet univers, tu veux vivre peut-être à 40 000 km de là, t'en fous, t'as un autre endroit ailleurs qui sera super. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait que moi, je vois pas cette partie mystère et rêve dans Nausicaa que je peux retrouver dans les autres univers. Ok. Ouais, je peux comprendre. Et en même temps, je vais rappeler un truc aussi, c'est qu'à la base, Nausicaa, c'est aussi un manga qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus fourni et avec beaucoup plus de lieux. Parce que là, on entend parler des Tolmecs et donc de Kushana, etc., mais on voit pas vraiment grand-chose du royaume des Tolmecs. Il y a très peu de scènes là-bas. Dans le manga, on le voit beaucoup plus. Il y a une vraie carte, tu vois, comme au début du Seigneur des Anneaux d'ailleurs, comme dans le bouquin, même dans le film d'ailleurs. Il y a une vraie carte, il y a un vrai univers qui est beaucoup plus construit et centrifuge du coup dans ce que tu dis. Là, dans ce film-là, qui a été réalisé avant même que les studios Ghibli n'existent, 2 ans après le début de l'écriture du manga, parce que le film n'est pas sorti après tout le manga. Le manga a commencé à être écrit en 82, le film est sorti en 84. Donc il n'y avait que 2 tomes qui étaient sortis, alors qu'il y en a 7, je crois, qui sont sortis au total. Donc le film est sorti au milieu de la création de l'œuvre, donc forcément c'est moins riche que ce qu'aurait aimé faire Miyazaki. Et puis il y avait moins de moyens aussi financiers, parce que c'était encore personne, entre guillemets, moins qu'aujourd'hui. Donc il y a ça à prendre en compte. Mais après, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais même la vallée du vent, franchement, moi j'ai envie d'y vivre. Je trouve qu'il y a un truc... comme on est... après la guerre dévastatrice, là, les 7 jours de feu, donc après un univers très évolué en termes d'industrie, etc. Peut-être même que c'était aujourd'hui, avant Nausicaa. On est revenu à l'essentiel. On est revenu à un univers où, pour vivre, on pratique l'agriculture,
Il y a un truc de communauté qui est hyper comme dans Le Seigneur des Anneaux avec les Hobbits, Ouais, tu vois, ouais, totalement. c'est ça. Hein. Donc je trouve qu'il y a... Moi j'ai autant envie de vivre dans la vallée du vent que dans la contrée... À compter. la comté, pardon. La comté des Hobbits, pardon, je suis pas encore Bah, experte. c'est la contrée de la comté, quoi. Ouais, mais que dans la comté, quoi. Donc il y a... Ouais, voilà. Mais enfin, du coup, tu comprends un petit peu mon point de vue. Oui, je Vu vois, qu'en ouais. fait, l'univers n'était peut-être pas terminé au moment où le film a été fait, du coup, on s'intéresse sur le nécessaire. Enfin, je trouve qu'on s'intéresse à l'histoire. Oui, où on s'intéresse à moins d'univers, enfin en tout cas moins de lieux que dans les autres films qu'on a abordés, mais qui Bah, sont aussi tu sortis plus tard avec plus de moyens. Et... Tu prends le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, on s'intéresse majoritairement à la région de la Côte des Épées, donc avec Pas d'hiver et tout ça, Fils des Trois Sangliers et compagnie. Et pourtant, enfin, on te montre pas beaucoup plus que ça, mais grâce au fait qu'on aborde le on aborde le fait que ça existe, on comprend qu'il y a plus, quoi. On comprend que le monde est plus vaste, même si on te montre très très peu. Donc, en soi, je pense pas que Nausicaa nous en montre moins que Donjons et Dragons. T'as moins de lieux qui sont montrés quand même. Enfin, t'as quand même des lieux très différents en termes de direction artistique qui sont montrés dans Le Seigneur des Anneaux, dans Donjons et Dragons. Dans Nausicaa, oui, t'as des lieux clés. T'as la vallée du vent, la Foucaille, et un petit peu le désert, et un petit peu le royaume des Tolmecs, mais vraiment en extrême minorité. Donc c'est moins, oui. Puis ça reste de l'animation aussi, donc il y a moins la possibilité, je pense aussi, de montrer des. Ah, ça, je peux être d'accord. Bah, surtout à cette époque-là, c'est beaucoup plus de moyens financiers, beaucoup plus une équipe plus importante pour créer des lieux en tout cas différents que ce qui a été montré. Mais puis bon, après, de toute façon, là, c'est pour répondre aussi à notre problématique, mais en soi, pour le film, il n'y avait pas besoin de créer Voilà, surtout ça, ouais. d'autres choses aussi. Mais voilà. Bon, je finis peut-être. Je sais pas si vous avez autre chose à dire sur Nausicaa. Non, parfait. Mais je voulais juste ajouter, avant qu'on enchaîne sur notre conclusion, mais comme depuis tout à l'heure, on parle de transmédia finalement, du fait que les films sont à la base autre chose que des films, que Le Seigneur des Anneaux à la base c'est un livre, que Donjons et Dragons à la base c'est un jeu, et qu'Harry Potter aussi à la base c'est un livre. Hein. Et Nausicaa à la base c'est plein de trucs. Bon, déjà c'est un manga écrit par Miyazaki. Et dessiné par Miyazaki, mais c'est aussi une inspiration à la fois mythologique et à la fois une inspiration d'un conte japonais. Donc le conte japonais, c'est La princesse qui aimait les insectes, où là l'univers est pas tellement dépaysant, parce que c'est vraiment le Japon de l'ère Heian, donc vraiment la réalité de l'époque, où on suit enfin c'est un conte, donc c'est très court, c'est juste l'histoire d'une princesse qui n'a pas envie d'être comme les autres, qui n'a pas envie de faire ce qu'elle est obligée de faire en tant que princesse. Donc, à l'époque d'Eian, de se teindre les dents en noir, par exemple, ou de se maquiller, de se blanchir la peau, etc. Ouais. Elle n'est pas d'accord et elle veut jouer avec des insectes, pendant que l'autre princesse voisine, elle joue avec des papillons, et c'est plus normal pour une fille de jouer avec des papillons qu'avec des chenilles, parce qu'elle joue principalement avec des chenilles quand même. Donc ça, c'est assez clairement Nausicaa, mais avec un point de vue plus réaliste et plus féministe aussi. Enfin, plus féministe, non, mais en tout cas plus ancré dans la réalité. Ouais. Et c'est aussi une inspiration d'une princesse dans l'Odyssée d'Homère, une princesse phéacienne que Homère rencontre. Bon, c'est pas une princesse qui est très intéressante, mais c'est une princesse qu'Homère pas du tout. Qu'Ulysse rencontre sur une île, sur l'île de Phéacie, si je dis pas de bêtises. Et c'est une princesse qui tombe amoureuse d'Ulysse et qui chante des chansons. Mais en soi, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux Nausicaa. La seule explication de pourquoi Nausicaa s'appelle Nausicaa, c'est parce que Miyazaki, donc ça pareil, c'est anecdotique, mais je trouve ça intéressant, c'est parce que Miyazaki a feuilleté un bouquin de mythologie et il est tombé sur cette page, un bouquin très de vulgarisation, voilà, une espèce de dictionnaire, et il est tombé sur la page dédiée à Nausicaa, la princesse de Phéacie. Il a trouvé le nom joli et il a trouvé ça très étonnant que le personnage ait 1 page et demie de description comparé à des personnages beaucoup plus importants de la mythologie. J'ai plus les noms en tête, mais des personnages, en tout cas, peut-être Hercule par exemple, qui avait moins de place dans le bouquin. Il s'est dit, c'est fou que le mec qui a écrit le bouquin, qui est un Américain contemporain, se soit plus intéressé à ce personnage-là, qui est pourtant pas foncièrement si intéressant. Et donc ça l'a vachement inspiré et il a voulu du coup lui donner ce nom-là. Donc c'est un mix finalement de culture japonaise et de culture européenne, entre guillemets, en tout cas de culture mythologique, qui a donné naissance à Nausicaa de la vallée du vent. Wow. Intéressant. Voilà. On sent qu'elle connaît son sujet. Ça te tenait à cœur, j'ai l'impression. T'as pas ma mémoire d'ailleurs J'ai un petit peu travaillé sur ça à la fac, en effet. Donc voilà, je trouvais ça intéressant quand même de le dire. Et écoutez, je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers la conclusion, même si on a un petit peu commencé en parlant de
de transmédia et du fait que c'est des films qui ne sont pas que des films, et donc l'univers est forcément beaucoup plus dense et beaucoup plus riche. Et donc on a envie de vivre dans des univers qui dépassent aussi le simple univers filmique, même si là on parle de cinéma bien sûr, mais il y a de ça. Et voilà, donc il y a une volonté pour ces films-là de nous faire rêver. Enfin, évidemment, hein, c'est la réponse assez logique à cette problématique, mais de nous faire rêver, de nous donner envie de vivre dedans, tout en nous donnant des éléments qui créent des obstacles à l'envie de vivre dedans. La guerre, par exemple. Mais voilà, est-ce que vous avez des choses peut-être à ajouter, parce que là, c'est très court. En vrai, j'en ai pas du tout parlé pendant tout le podcast parce que je voulais pas nous plomber le moral. Je fais souvent ça. Non, mais je trouve que c'est intéressant de souligner le fait que dans notre vision du monde, je peux pas dire que ce soit objectif. Ça dépend vraiment de tout le monde, mais je pense que c'est une idée qui est particulièrement répandue. On voit le monde comme étant vachement plus dystopique qu'utopique. On voit beaucoup de choses horribles, que ce soit dans notre vie ou de manière générale, parce qu'on a beaucoup accès à l'information, etc. Et j'ai l'impression, pour en arriver à la conclusion, que en fait, ces univers de fiction, même tels que Le Seigneur des Anneaux, qui sont pourtant très tristes, nous font nous dire que, franchement, il y a pire dans le monde réel. Par exemple, je vais utiliser le R-word ou le mot en V, mais je vais pas le dire, mais l'abus de personnes est quelque chose qui est très souvent représenté quand on va raconter une histoire réelle, enfin, en tout cas fiction dans la réalité ou histoire réelle, mais c'est jamais représenté, en tout cas dans les films dont on a parlé et dans la majorité des films d'heroic fantasy, que je sépare avec les films de Sword and Sorcery par exemple, où là on essaye de faire quelque chose de beaucoup plus brutal et violent, donc là on peut montrer ce genre de choses. Mais là, sur de l'heroic fantasy, en fait on se dit la pire chose qui puisse nous arriver, c'est la mort. Ce qui est plutôt une vision joyeuse du monde en fait. Donc le mélange utopie-dystopie, oui, mais en fait on se dit si franchement le pire qui puisse m'arriver c'est de mourir, c'est pas si mal. Oui, c'est finalement assez rassurant finalement de se plonger dans ces univers-là où effectivement on est en guerre, mais il y a une espèce de confiance de ce qu'on va nous montrer. Et on sait que... Un orc qui veut te buter, c'est tout. Oui, un orc veut te buter, il n'y a pas de... Enfin, on met pas en avant les aspects les plus sombres de l'humain, quoi, finalement. Mourir. Dans le micro, c'est mieux. Ouais. Surtout, c'est pas juste mourir en mode bah tu meurs, c'est ciao. C'est vraiment pour défendre soit des idées, soit pour vivre avec, pour mourir avec des gens que tu aimes, tout simplement. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu héroïque fantasy, de mourir de cette manière-là, tout simplement. Qui est beaucoup mieux que par exemple mourir dans la vraie vie où c'est très rare de mourir au combat. Actuellement, tu vois. Et puis même, c'est pas joyeux parce que tu seras pas montré en tant que héros, alors que là, on rend vraiment hommage aux défunts, etc. Et personne n'est oublié. Mais après, ce que tu dis, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, il y a ce côté où, en vivant dans un univers où l'humain n'est pas aussi démoniaque qu'il peut l'être dans le monde réel, on a aussi une envie de se battre. Et je pense que ça, c'est un truc qui est important. Exactement. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans le Donjons et Dragons, mais ils ont pourtant subi des injustices de part et d'autre. Ils ont pourtant, notre bande de héros, vécu des choses qui pourraient les faire se dire franchement, on est vachement mieux entre nous qu'avec les autres. Mais quand le moment arrive, même si bien sûr c'est aussi dans un intérêt, ils se disent autant ralasse les gens, autant en jouer les héros. Edgin, c'est un ménestrel au départ. Les ménestrels sont une guilde d'agents secrets qui sont là pour le bien commun. Ils sont là pour aider les gens. En fait, on a presque envie de mourir si jamais c'est vraiment la seule solution dans cet univers parce que on a des raisons de se battre. Et c'est un truc que Nausicaa nous montre carrément. Elle est prête à tout parce qu'elle se dit il y a plus important que ma pauvre vie. Ouais, non, carrément. Je me demande aussi si, parce que comme la problématique c'est celle-là, hein, c'est pourquoi on a envie de vivre dans des mondes en guerre. C'est qu'il y a vraiment, la guerre est centrale quand même. C'est pas juste on a envie de vivre dans ces mondes-là parce qu'ils sont jolis et que c'est chouette et que on fait de l'agriculture et qu'on vend des fruits sur le marché le matin, quoi. C'est un peu plus sombre que ça, mais est-ce qu'on se ferait pas juste... alors c'est bizarre dit comme ça, mais est-ce qu'on se ferait pas juste chier si c'était des mondes dans lesquels tout était joyeux, tout était tranquille, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de guerre, quoi. Alors que c'est finalement aussi très humain, hein, la guerre, hein. Voilà, c'est malheureusement, hein, mais... la question, tu peux l'élargir beaucoup plus. Ouais. C'est que si tu regardes un film, et que si ça tout se passe bien, est-ce que tu te ferais chier, tu vois. Bah, déjà, en fait, s'il n'y a pas le film, on se ferait chier. S'il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a rien. Donc s'il n'y a pas d'éléments comme ça, si grave, il n'y aura rien, tu vois. Il faut des obstacles pour avoir envie voilà, ça peut pas être à 100% positif. Il faut qu'il y ait des choses qui... d'accord avec tout ce que vous dites. Et pour créer non, mais je pense que c'est bête, hein, et ça peut paraître un peu fou, hein, mais c'est très humain, quoi, d'avoir besoin aussi, tu vois, pour
apprécier des bons moments, faut vivre des mauvais moments. Ouais, ouais, non. Non. Moi, personnellement, pas du tout. Non, mais je veux pas qu'il y ait la guerre. Non, hein. non, je sais bien. Mais Merci, Nina. en fait, ce que je me dis, c'est que la seule chose qui apporte la guerre dans ces univers-là, c'est de nous prouver la bienveillance des gens. Mais pour moi, on vivrait dans un monde sans guerre dans ces univers-là Ah non, ou mais quoi. ce serait super. Bah, vraiment, moi, tu me dis, tu vas vivre à la comté, il t'arrive rien de ta vie, mis à part t'engueuler avec ton voisin, avec Mais plaisir. ça, c'est de ton point de vue pour vivre là-dedans. Mais nous, en tant que spectateurs, voir ça, c'est pas intéressant. C'est beau, mais Bah, c'est pas c'est ce que je intéressant. fais vivre à mes joueurs dans Donjons et Dragons plein de fois, Oui, hein. mais C'est vraiment- les spectateurs vont. Ça va être beau, ça va être cool, mais il manque quelque chose. Il manque de la dramaturgie, il manque. Ouais, mais là, c'est pas la même problématique. Là, c'est pourquoi rendre un film intéressant. Oui, mais le film, il faut qu'il y ait une dramaturgie. C'est la base, c'est le socle de base pour que le film soit intéressant et qu'il y ait, Si tu veux. il y ait des si tu liens. veux. Bah, c'est la base de tout, la dramaturgie dans un film. Donc, Oui. c'est pour ça que je trouve ça primordial. Ah, je trouve juste que Et c'est pas on le se ferait sujet, chier. mais- On se ferait chier justement, je pense, s'il y a rien qui se passe et c'est juste, bah, c'est bien, hein, le monde est beau, c'est cool, tu vends tes patates au marché, c'est cool. Mais il manque beaucoup. Bon, là, pour moi, c'est un autre sujet, en soi que je pourrais défendre très longtemps, parce qu'après, Ouais. il y a plein de films qui, pour moi, justement, savent raconter une histoire très intéressante, avec une très belle façon de raconter, alors que Oui. pourtant, de base, tu lis le synopsis, tu te fais chier. Oui. Donc, en soi, non. Mais pour Non, moi, là, le sujet qui, du coup, est comment et pourquoi ces films nous donnent envie de vivre dans un monde en guerre, il est plutôt dans le fait, justement, on nous montrerait la même histoire, mais dans notre monde réel. Eh ben, on n'aurait pas cette subtilité de tout le bien peut arriver et plein de choses qu'on ne maîtrise pas peuvent arriver de super. Et donc, franchement, est-ce que je me ferais chier à autant me débattre, à autant voilà, jouer le héros si au final, 3 jours après ma mort, je suis déjà oublié, etc. etc. Et le monde, il fait encore la même merde que d'habitude parce que les humains, on les connaît. Et en fait, ça n'a rien changé. Voilà, donc, alors que voilà, on imagine que dans ces mondes-là, une fois que la guerre est finie, c'est la joie, quoi. Dans Seigneur des Anneaux et Nausicaa, les êtres humains, ça reste quand même dans un monde qui n'est pas le sien, c'est-à-dire le réaliste, ça reste quand même les principaux non, mais vraiment les antagonistes problème, ou ceux qui, Oui. qui auraient pu éviter le mal dans Seigneur des Anneaux par exemple, ou Mhm. qui sont littéralement le problème dans Nausicaa, tu vois. Ouais. Bah, c'est des univers qui nous permettent aussi de voir que l'humain peut. Enfin, que l'humain est la source du problème et que ça peut. Qu'on peut changer les choses si on change l'humain et que ça dépend que de nous aussi. Donc il y a un truc un peu de projection facile de nous vers les personnages. L'être humain est beau aussi parce que Nausicaa est quand même un guide spirituel, elle est humaine. Bah, Et, c'est un prophète, hein. c'est un Il y a prophète, une dimension littéralement. religieuse, hein, carrément. Et dans Seigneur des Anneaux, Aragorn, qui est un être humain, c'est quand même lui qui mène tout ça, qui mène cette guerre, tout simplement. Donc, C'est pour ça que pour moi, Tolkien a tout créé. En fait, c'est que si aujourd'hui, dans tous les univers d'Heroic Fantasy, les humains existent toujours, alors que pourtant, on pourrait se dire, on pourrait très bien créer un univers d'Heroic Fantasy où il n'y a pas du tout d'humains, mais ça n'arrive pas. Vraiment, il y a toujours l'humain. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, dans un univers où chacun a un archétype, donc en fait, c'est vraiment Tolkien qui s'est dit, les hobbits qui sont des alphelins seront les petites gens, seront les agriculteurs, etc. Les elfes seront les super soldats de la mort qui tuent immortels et tout. Les nains seront les ouvriers, les artisans et compagnie. En fait, il s'est dit, il nous faut aussi cette possibilité d'avoir une race de liberté où tu peux être capable des pires choses comme des meilleures. Et en fait, c'est là la partie honnête de cet univers. C'est la partie où, dans notre monde à nous, il n'y a que des humains. S'il n'y a que des humains, on est capable du pire comme du meilleur. Alors que là-bas, tu es rattrapé par certains archétypes qui sont stables. Et rien n'empêche, dans l'univers de Tolkien, d'imaginer qu'on est sur le passé de notre propre monde. Parce qu'en réalité, ça peut être très bien un monde où les humains, comme le disent tous les personnages, on entre dans le 4e âge, qui est l'âge des hommes, les elfes disparaissent, les nains disparaissent, tout le monde est en train de s'effacer parce que l'âge des hommes arrive, et à tout moment, en fait, on est sur les débuts de notre univers. Oui, ça paraît logique. Et voilà, donc c'est pour moi là où, comme tu disais, utopie, dystopie, Nina, en fait on est pour moi sur le côté où on est dévasté par le genre humain dans notre propre monde, on le trouve que capable des pires choses, et puis quand c'est les meilleurs, c'est sympa, mais on imagine toujours qu'il y a quelque chose derrière, que peut-être que cette personne-là qui a fait une super action à côté, elle a fait plein de choses horribles. Même quand on voit un héros, on se dit ouais, mais faut pas faire de culte de la personnalité, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a derrière. Alors que dans cet univers, on peut se dire ouais, on est capable du meilleur quand même. Puis le meilleur est proportionnel au pire. C'est-à-dire C'est que plus c'est beau et plus le revers de la médaille est pas si brillant, quoi. Donc pareil.
Mhm. Le rapport utopie-dystopie qui est assez, qui prend beaucoup de place dans les 4 films et qui donne vraiment cette singularité à chaque univers. Donc c'est ouais, Donc bref, je crois qu'on a fait. pour moi, si on veut vivre là-dedans, c'est parce que on s'attend au meilleur. On a de l'espoir. C'est beau. T'es Ouais, content de ta conclusion? Je suis très content. C'est super. C'est rare, c'est très rare quand Gauvin aime la conclusion. c'est vrai. Bah, je trouve qu'on a été clair, quoi. Oui, finalement. Le sujet est pas très compliqué aussi, mais c'est aussi bien. C'est bien de temps en temps. Écoutez, si on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé de mon sujet. Je suis très content parce que Avec c'est plaisir. vraiment ce qui m'importe le plus, encore plus que le cinéma. Merci d'avoir accepté Harry Potter, Gauvin. Bah, Ça fait en plaisir. vrai, t'as choisi le meilleur pour ce thème-là. Évidemment. Mais merci, oui, d'avoir écouté cet épisode qui visiblement risque d'être le dernier épisode du podcast, du 7e œil. En tout cas, le dernier épisode avec nous 3, ou en tout cas, on va en reparler. On va en reparler. On va en reparler. En tout cas, on vous réserve un épisode de bilan sur lequel on reviendra sur ces 2 années de podcast, tous les 3. Mais en attendant, on vous fait des bisous. Et des gros bisous, évidemment. Des bisous, amusez-vous bien, Et puis à bientôt. soyez heureux. C'est ciao.